Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Alors, un pilier très important, c'est la paix à tout prix. Soi-disant, il faut la paix, là je vois tout le temps sur internet, oh, prions pour la paix, prions pour la paix. Mais vous savez, le gouvernement mondial, les gens qui détruisent tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix. Hein. Toute la machine est faite pour que les gens soient des gentils moutons. Moi je dis que c'est pas un monde en paix qu'on a besoin, c'est un monde juste. Et notre monde, excusez-moi, il n'est pas en paix. On est en pleine 3e guerre mondiale. Et c'est une guerre à la vie, c'est une guerre à l'intelligence. Regardez encore une fois ce petit film, vous allez voir, de plus en plus de scientifiques qui vous le disent, on est en train d'assister à la mort de l'intelligence, à la mort de l'âme humaine. Et notamment à cause de l'accumulation de toute la chimie, des produits chimiques qu'on trouve partout, des additifs alimentaires qui sont catastrophiques. Si vous voulez maintenant être vraiment des bons parents, il faut à tout prix bannir, je dis bien bannir, la nourriture industrielle. Et ça inclut d'aller chercher une pizza et tout quelque part. Ça inclut le fait, quand vous êtes dans un restaurant, de bien vous renseigner sur quel genre de bouffe on fait dans ce restaurant. Parce qu'une étude, par exemple, a été faite en France, déjà il y a plusieurs années, où je crois qu'on se rendait compte qu'entre 40 et 60% des restaurants utilisaient en fait des plats déjà tout préparés à l'avance industriels. Et ils t'achètent une barquette, voilà, de quelque chose, et puis ils te la revendent, ils la font juste passer au micro-ondes. Et le problème, c'est que tous ces plats préparés industriels contiennent des additifs qui devraient être interdits. Et donc, vous devenez devenir des guerriers des substances. D'ailleurs, je vous conseille le petit livre de Corinne Gouget, qui est un guide fantastique. Il faut apprendre vraiment à devenir un guerrier des substances, surtout si vous avez des enfants. Alors, une fois de temps en temps, ok, mais un peu de ces saloperies tous les jours, ben vous étonnez pas que vos enfants vont être hyperactifs, vous étonnez pas qu'ils vont pas trouver leur bonheur, et vous étonnez pas surtout s'ils rejoignent la machine qui détruit tout. Parce que ces substances sont là pour détruire le cerveau des gens. Alors est-ce que ça a été pensé pour ça ou ça, j'en sais rien. La plupart de ces additifs sont là pour nous accrocher. Il y a des additifs dans la plupart des nourritures industrielles maintenant qui ont un pouvoir addictif beaucoup plus puissant que l'héroïne. Et ils ne sont là que pour ça. Et je suis désolé, mais les instances européennes et tout, au niveau de la contrôle alimentaire et tout, c'est terminé. Vous ne pouvez plus leur faire confiance. Pour moi, les lobbies qui travaillent à Bruxelles, mais c'est vraiment, ils font beaucoup plus de mal que tous les nazis ne l'ont fait pendant la guerre. C'est la catastrophe. Et pour le moment, voilà, on en est là. Mais si vous prenez tout ça en se disant, on vit un énorme rêve, on est dans un jeu vidéo où on me met plein d'obstacles dans les pattes parce que du coup je vais me rendre compte que ma seule solution face à toute cette avalanche de produits chimiques et de pollution électromagnétique, c'est de développer mes pouvoirs, alors tout ça prendra un sens et tout ça devient super excitant. Et oui, je vous conseille de vous intéresser à Wim Hof, The Iceman, qui effectivement arrive à convaincre beaucoup de monde que déjà si on respire mieux, eh bien on peut guérir la plupart des maladies. C'est quelqu'un qui a été étudié par des scientifiques à l'université d'Amsterdam, où effectivement on lui a injecté un virus d'une fièvre très puissante qui aurait dû le rendre malade au moins 2-3 jours, et lui uniquement par la respiration, il l'a combattu, et du coup il a juste eu un petit mal de tête. Et moi ce que je vous conseille, un outil très simple maintenant que j'essaie de faire tous les jours, c'est de commencer ma journée par, pendant 30 minutes, 40 minutes, je respire lentement et profondément à fond. Prendre des moments dans la journée où on va se recharger, comme quand on va boire un verre d'eau ou comme quand on va dormir. Et commencer ces journées par ça. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, et de temps en temps, respirer profondément. Quand on fait tout ça, effectivement, votre être intérieur va se remettre à revivre. Et donc, il va y avoir des émotions, des colères, des tristesses qu'il faut écouter et changer sa vie en conséquence. Parce que ce qu'il faut, c'est changer votre vie en conséquence. Je ne dis pas qu'il y a des bons et des mauvais, mais je dis que chacun doit être à sa place, selon ses valeurs. Et que le pire, c'est de ne pas vivre notre vie, mais de vivre une vie en fonction de la mode, de ce que veulent de nous nos parents, nos familles, nos amis. Alors bien sûr, c'est ce que les gens ont toujours voulu, la paix à tout prix, la paix à tout prix, la paix à tout prix. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la guerre non plus, mais les gens, ils veulent surtout la paix parce qu'à l'intérieur, c'est le bordel.
Et donc ils veulent vraiment qu'on les laisse en paix. Et souvent, je le fais plus trop, mais il y a un moment, j'ai discuté avec les gens qui veulent la paix sur Internet, ben, c'est parce qu'ils sont pas en paix intérieure. Et alors ils veulent la paix, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils veulent croire qu'on est un monde en paix, alors qu'on est un monde en guerre. C'est comme ça, hein. C'est une guerre à la vie. Les enjeux sont énormes, je crois. Il y a certains médiums Nouvel Âge qui disent on vient du futur pour changer un présent dont on ne veut plus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi ça me parle beaucoup. Alors ce concept de la paix à tout prix, encore une fois, on le retrouve beaucoup dans le Nouvel Âge. Et donc dans le Nouvel Âge, oui, il y a ce truc, oh, moi je suis un pauvre petit grain de sable, ça n'a aucune importance, et il est orgueilleux de croire que j'ai de l'importance. Il n'y a pas de souci, pensez ça de vous, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça que le système veut, que vous n'ayez aucune importance. Et la vérité, c'est pas vrai du tout. On a tous le potentiel d'être des divinités, des êtres avec un pouvoir psychique, télétransportation, qui sait tout ce qui est possible. Et ça, c'est dérangeant. Et que le dit Nelson Mandela, ce n'est pas notre ombre qui nous fait peur, c'est le fait qu'on soit hyper puissant et qu'on pourrait faire la différence. Et donc, je suis désolé. Mais là, je voyais encore un gars qui, toute sa vie, il a travaillé, bref, il n'a absolument pas fait un travail où l'humanité a été mise en avant. Et puis d'un coup, voilà, maintenant, il arrête de travailler, il se dit, oh, j'en ai marre de détruire le monde, oh, je deviens bouddhiste. Ah, génial, je deviens bouddhiste et donc je ravale tout ça et je vais, excusez-moi, rejoindre le groupe de toutes ces personnes qui nient leur émotionnel et qui vont faire gonfler le volcan mondial d'émotions réprimées. Et puis on s'étonne que de temps en temps, il y a des êtres qui prennent leur voiture, qui foncent dans un marché de Noël ou qui mettent une bombe. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vivent, il y en a qui ressentent cet émotionnel refoulé et qui passent à l'acte. Et ça, vous allez voir, on va en avoir de plus en plus des gens qui pètent des câbles. On peut dire que la plupart des gens au pouvoir sont des gens qui ont pété un câble, ils ne sont plus là. Il n'y a plus aucune logique dans ce qu'ils font. Et c'est ça qu'on voit par exemple avec les bouddhistes. La plupart des gens qui font du bouddhisme, en tout cas le bouddhisme à l'européenne, ils croient que « Ah, je participe à sauver le monde parce que je suis cool en paix et je vais transmettre la paix autour de moi. » Je suis désolé, je jauge l'arbre à ses fruits. Tous les pays bouddhistes sont des dictatures parce que plus personne ne s'occupe de ce qui se passe. Je suis vraiment désolé. Mais le bouddhisme à l'européenne, l'occidentaux, ben pour moi c'est vraiment se donner bonne conscience du fait qu'on est des collabos et qu'on détruit tout. Et je trouve franchement que le vrai résultat du bouddhisme, c'est de nier son feu, de nier son émotionnel, et pour finir, de nier tout ce qu'on a à guérir. Et le bouddhisme résume à elle-même pratiquement toute la logique du nouvel âge et des médicaments chimiques face à nos mal-être intérieurs. Ces mal-être ont quelque chose à nous dire. Et si on ne les écoute pas, il ne faut pas s'étonner que tout le monde meurt de cancer ou du cœur. Et je ne dis même pas qu'est-ce qui va devenir à l'âme après, ça j'en sais rien, mais ça n'augure pas grand-chose de bon. Parce que ce que je critique le nouvel âge, c'est de dire qu'ils croient qu'ils sont libérés des religions. Pas du tout. Il faut absolument passer au nouvel âge 2.0. Pour moi, le nouvel âge, c'est toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité hors religion. Et donc, oui, il faut passer au nouvel âge 2.0, parce que le nouvel âge 1.0, c'est un nouvel âge qui croyait être libéré des religions, mais qui ne l'est pas. Excusez-moi, mais tous ces livres de nouvel âge, c'est toujours, pour finir, ils continuent à parler de l'archange Michael, de Marie et tout, et ils ne parlent pas des grands mensonges, c'est pas vrai. Les grands mensonges qui sont la famille, c'est ça le nœud du problème, c'est là d'où vient la perversion, la famille nucléaire, et tout ce dont on vous explique. Et donc dans le nouvel âge, moi j'étais très déçu, les gens non. Ils continuent à vouloir, si vous voulez, soi-disant s'échapper des religions, mais ils continuent à garder la même culture. Et ce que j'ai réalisé, c'est que dans ces milieux alternatifs, ben, la norme, c'est après 2-3 ans, les enfants vivent en garde partagée. Et la plupart des gens, ils font des enfants sans le décider. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Alors moi je dis, génial d'élever les enfants, bien sûr, et bravo à tous les parents. Mais je crois qu'au moins un tiers des gens ne devraient pas avoir d'enfants. C'est tout simplement pas leur légende personnelle. Ils le font pour faire comme tout le monde. Ils le font parce qu'ils n'ont pas trouvé leur légende de vie. Et c'est qui paye l'addition? Les enfants. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas du tout faits. Ils sont faits pour d'autres choses. Ils ont d'autres spécialités. Et souvent, moi, on me dit, t'as des enfants? Je dis non, j'aimerais bien, mais je fais partie des gens, excusez-moi, qui préfèrent garder leur temps pour que les enfants des autres aient un futur. Tandis que la plupart des autres, ok, c'est j'aime les enfants, mais j'aime surtout les enfants pour le plaisir d'être avec eux. Excusez-moi, c'est une grosse différence. Mais pour ça, il faut aller à contre-courant. Et c'est ça que les gens ont très difficile. Parce que dès que tu commences à remettre en question le plus grand rêve des gens, c'est-à-dire de trouver l'amour parfait, ben là, les gens
Tu commences à te rendre compte qu'ils sortent les dents, ils sortent les griffes, et tu te rends compte qu'en fait, excusez-moi, mais on n'est pas encore des êtres humains. C'est l'homme qui s'est donné le nom d'être humain. Et pour moi, on est des barbares, destructeurs, et on s'en rend compte dès que les gens doivent partager, dès que les gens commencent à avoir peur émotionnellement, affectivement, les gens sont capables de n'importe quoi. Beaucoup de gens voudraient un monde sans policiers, mais s'il n'y a plus de flics d'un jour à l'autre, mais beaucoup de gens vont s'entretuer direct. Et cette espèce de façade fait croire aux gens, effectivement, qu'ils sont dans le juste parce qu'ils sont dans la douceur. Et donc, effectivement, la douceur devient une drogue. Tout doit être doux pour échapper, excusez-moi, à toute la colère que les gens ont à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe après la vie, après la mort, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup d'âmes qui partent avec cette colère et cette tristesse, qui n'ont jamais exploré de leur vivant, et qu'après ils restent coincés longtemps là-dedans, parce que c'est des choses qui doivent être vécues, c'est des choses qui doivent traverser, c'est une eau qui doit couler. Mais ce qui est sûr, c'est que la catastrophe de ce concept, de cette injonction à la paix à tout prix, c'est que les gens, du coup, ont peur des confrontations. Et dans le mouvement Nouvel Âge 1.0, excusez-moi, mais on n'a pas le droit de critiquer. Moi, c'est très simple. En fait, avant, j'étais un auteur Nouvel Âge qui a beaucoup de succès. J'ai vendu plus de 100 000 livres dans ma vie. Et c'est sûr qu'en fait, au plus je commençais à toucher des points sensibles, à remettre en question, au plus je me rendais compte que je perdais des lecteurs, quoi. Pratiquement, à chaque grande découverte, je perdais un certain pourcentage de lecteurs. Et c'est très, très impressionnant. Pendant 15 ans, j'ai organisé des festivals en France, où je dirais que principalement on invitait des guérisseurs ou des êtres spirituels du monde entier, des Indiens, des aborigènes, on les mélangeait avec des scientifiques, des docteurs. Et souvent j'ai voulu faire des confrontations sur scène. Par exemple, moi j'avoue, j'ai toujours prétendu que le Reiki était une méthode, pas d'éveil mais d'endormissement, que ça peut être utilisé un tout petit peu mais qu'à moyen terme c'est la catastrophe. Eh bien rien que de dire ça, j'ai déjà perdu une partie de mes lecteurs et souvent j'ai voulu inviter des maîtres Reiki sur scène pour défendre, c'est-à-dire pour que les gens puissent avoir les arguments des deux camps. Et jamais j'y suis arrivé. Et il y a une espèce, effectivement, en France spécialement, que je connais bien, non, on ne peut pas critiquer. Dès qu'on critique, tu dis « Oh, tu es dans le jugement ». Non, effectivement, tu ne jugeras point, c'est un délit commandement. Et je crois qu'il y a un grand malentendu sur la définition de ce mot, qui a deux manières de voir la chose. Il y a juger, condamner. Alors là, je suis d'accord qu'on ne peut pas condamner quelque chose, mais il y a juger, jauger. Et juger et jauger, ça s'appelle le discernement. Et le discernement, sans discernement, on ne peut pas avoir cette conscience qui s'éveille. Et là, on en arrive à un autre point, qui est qu'élever sa conscience, ça c'est une fausse croyance des milieux Nouvel Âge 1.0, ça devrait être toujours agréable. C'est tout à fait faux. C'est l'endormissement qui est agréable. Vous savez, ce petit moment où quand on sent qu'on commence à s'endormir, mais moi j'ai une petite jouissance même quand je vais faire dodo. C'est à ça auquel on est accro. C'est ça que les gens retrouvent en faisant sa fusion, un petit moment d'éternité, en dehors du temps, qu'on prend quelqu'un dans les bras. Alors ce qui est important de comprendre par rapport à ces deux énergies, celle qui monte, celle qui descend, celle qui éveille, celle qui endort, c'est que quand on est par exemple rempli tout d'un coup d'énergie, de créativité et tout, reprendre un shoot d'énergie qui endort, ça fait un bien fou. Et ça, c'est un principe qu'il faut comprendre parce que sinon on se fait tout le temps avoir. Moi franchement, je sais que je dois faire très attention à ça. Si vous voulez, l'astral est capable de m'envoyer un bonheur incroyable à l'idée tout simplement d'aller faire quelque chose qu'en fait je ne devrais absolument pas faire, c'est pas la bonne idée. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, ça veut bien dire que si vous voulez, on a ce réflexe émotionnel et on est conditionné émotionnellement à tout le temps faire la même chose. Et alors, on a ces émotions de récompense qui viennent, ces sentiments de récompense agréables. Mais par contre, si dans la persévérance, si on change de voie, on va avoir quelque chose de différent qui, pour moi, est le bien-être. C'est quelque chose qui va nous faire grandir. Donc le soir, parfois, moi, je m'endors, j'ai appris plein de choses dans une journée, j'ai un bien-être profond, même si je suis peut-être pas aussi heureux dans le sens, je ne ressens pas autant de bonheur. Il faut la différence entre bonheur et bien-être. Le bonheur, c'est quelques heures qui sont bonnes. Le bien-être, c'est profond. On trouve sa place, on retrouve sa connexion. Et donc, quelque part, les gens confondent le bien-être avec un bonheur émotionnel. On peut avoir un bonheur émotionnel uniquement parce qu'une situation correspond à nos programmations.
Et on peut avoir un bonheur émotionnel très fort, par exemple, en buvant un café, en mangeant du chocolat. Je suis pas contre, moi parfois j'utilise ça vraiment pour avoir un bon coup de punch, mais alors c'est important dans ces moments-là d'être vraiment de se mettre sur la longueur d'onde fertile et créatrice pour au moins que tout ce qui va s'imprégner dans notre être avec l'intensité du café ou du chocolat, eh bien, va être dans le sens créateur. Si on prend ces substances et puis qu'on reste dans des trucs vraiment basiques, très bas, très animal dans le sens réflexe, eh bien, effectivement, ça nous programme encore plus à rester dans cet état d'esprit, dans cette longueur d'onde. L'idée, c'est d'essayer de ne pas laisser votre âme partir, encore une fois, dans ce courant de destruction. Arriver à vous séparer de ça, à avoir un regard sur vous-même. Et donc, en fait, non. La montée de la conscience comporte des phases, je dis bien des phases, je vous rassure, qui parfois sont très désagréables tant qu'on ne lâche pas. Quand on fait des cérémonies chamaniques avec les bonnes substances d'une bonne manière, et ça, vous voyez, c'était une vidéo pour comment le faire, eh bien, effectivement, on a affaire à des moments de remise en question, où on comprend qu'on s'est trompé sur certaines choses, et après, il faut rectifier le tir. Mais la plupart des techniques sont là pour endormir les personnes, endormir leur individualité et qu'elles se réfugient dans le groupe. Moi, je ne crois pas que ce soit des croyances vraiment intéressantes, mais je respecte les gens qui les ont. Je dis juste que si on veut que l'humanité naisse, il va falloir construire quelque chose sur des nouvelles bases. Et donc, il faut d'urgence qu'il y ait des endroits où il y ait des enfants qui soient élevés, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans, en ayant l'obsession de garder ce continuum, ce lien intérieur. Et là, après, on pourra faire confiance. Une société qui élève les enfants de manière saine peut se dire que son avenir est assuré. Parce que pour finir, ce que peu de gens comprennent, c'est que le capitalisme sauvage naît de ce manque, justement, de cette avidité. Parce que la plupart des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils cherchent cette sécurité qu'ils n'ont pas eue avec leurs amis, avec leurs amoureux, leurs amoureuses, bref, chez les autres, et on se rend compte que ce n'est pas stable. La seule attache qui est sécurisante, c'est à l'intérieur. Et donc, la plupart, instantanément, ils vont se tourner vers le matériel. Ah, là, on a du matériel dans une grande maison, ça va tenir, ça va pas bouger. Et effectivement, on se rend compte quand on étudie le cas psychologique de la plupart des grands PDG, des gens qui sont obsédés par posséder, parce que quelqu'un de normal, excusez-moi, mais après avoir accumulé quelques millions d'euros, ça va, c'est bon. Non, c'est à l'infini parce que c'est pour remplir ce vide intérieur. Et donc oui, la plupart des gens qui sont très actifs dans la destruction de ces planètes, qui sont complètement inconscients, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez d'attention et d'amour petit. Et c'est là où la boucle est bouclée. Le capitalisme sauvage naît de ça. En plus, toute notre culture est justement basée sur les possessions. La plupart des gens, tu leur demandes comment ça va, tu ne les as pas vus depuis 20 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'ai un boulot, j'ai une maison. Moi, je préfère leur dire, moi, c'est 10 ans, j'ai exploré mon 3e chakra, 4e, 5e, et puis là, je suis au 6e. Voilà, c'est un choix différent. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas cette espèce de dictature, de l'ignorance qui est en train de s'installer. Et encore une fois, la plupart des gens, non seulement à cause des produits chimiques et tout, leur cerveau marche moins bien, mais en plus, ils n'osent plus réfléchir. Et le cerveau, et certaines parties du cerveau, et notamment la partie qui aide à choisir, à trancher, la plupart des gens, ils ont éteint cette partie d'eux-mêmes. Et il faut petit à petit la remettre en route, parce que c'est ça qui va nous aider à trouver qui on est, tout simplement. Et oui, trouver qui on est, c'est aussi se positionner face à ce monde extérieur. On peut tout à fait se positionner, dire par exemple, moi j'adhère 100% à la clé, aux lois de l'amour fertile, mais avoir une vie qui n'est pas en harmonie avec ça. Ça, je le comprends tout à fait, mais au moins, votre conscience est sauvée. Vous comprenez des choses. Vous comprenez qu'une partie de l'imperfection et des souffrances d'une famille vient du fait que les dés sont pipés à la base. Alors c'est sûr que quelque chose que je reproche aussi souvent dans le nouvel âge, c'est cette espèce de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors je suis d'accord qu'à la base, tout le monde est bon et que c'est notre société qui nous corrompt, mais dans l'état actuel des choses, avec la peur qui règne, eh bien je suis désolé, mais moi je serais plutôt adepte du point de vue du docteur Milgram. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience très importante qu'il y a eu, je crois que c'était dans les années 60, et qui nous a prouvé en fait que quelqu'un sous l'autorité
pouvait très facilement en fait donner la mort à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que cette autorité portait une chemise blanche ou quelque chose comme ça. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette expérience très importante, en gros ça s'est passé dans une université aux États-Unis et ils ont mis des petites annonces dans le journal en disant voilà, nous cherchons des étudiants pour faire une expérience sur les manières d'apprentissage, voilà, 5 $ de l'heure. Et les gens se présentaient, et quand ils se présentaient, on les divisait dans un camp les instructeurs, de l'autre les étudiants. Ensuite, on les faisait rentrer dans une pièce. Il y a l'étudiant qui se mettait sur une espèce de chaise de dentiste avec des fils branchés partout. L'autre se mettait derrière un pupitre. Et en fait, il avait une liste, je crois, de 50 ou de 100 mots à mémoriser. C'est-à-dire que l'étudiant devait mémoriser une liste à peu près de 100 mots. Il l'entendait qu'une fois. Ensuite, il devait répéter mot par mot. Et chaque fois qu'il faisait une erreur, celui qui jouait le rôle du professeur devait lui injecter une dose de courant électrique de plus en plus forte. Sur le pupitre électrique, il y avait clairement indiqué dose légère, dose très forte, dose, attention, fatale, qui peuvent être fatales en rouge et tout ça. Et donc, on s'est rendu compte que 60% des professeurs allaient assez loin jusqu'à tuer l'étudiant. C'est-à-dire certains parfois s'arrêtaient parce que l'étudiant il se tordait de douleur et tout ça. Et c'est ça qui est très impressionnant. Rien que le fait que le médecin en blouse blanche dise continuer, eh bien les gens y continuaient. En fait, la vérité, c'est que cette expérience était pipée dans le sens que les étudiants ne recevaient pas vraiment de choc électrique, c'était des acteurs qui mimaient ça. Et en fait, la personne qui était le Kobe dans l'histoire n'était pas l'étudiant, on n'était pas là pour voir à quel point il pouvait apprendre grâce au choc électrique, mais c'était bien le professeur, celui qui posait les questions et qui donnait les chocs électriques. Cette expérience a été refaite dans les années 90 ou 2000, je vous mets les références ici, et c'est absolument hallucinant parce qu'ils ont fait la même chose dans un show de TV réalité, je crois que c'était en Angleterre, où, pour finir, l'autorité, c'était tout simplement la présentatrice, une présentatrice connue. Et ils ont remplacé l'autorité du médecin par l'autorité d'une présentatrice. Et là, 80% des instructeurs allaient assez loin pour tuer l'étudiant. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on se rende compte. La plupart des gens sont dirigés par la masse, par l'inconscient collectif. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis qu'ils sont hypnotisés. Et cet exemple vous choque. Peut-être que donc vous ne croyez pas que 80% des gens iraient jusqu'à assez loin pour tuer quelqu'un si le pouvoir en place leur disait. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Vu que le pouvoir en place nous dit pour le moment qu'on n'a pas d'autre choix que de détruire l'humanité et toute trace de vie sur Terre. Et ça, il faut le prendre en considération. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais, loin de là. Ils ont perdu ce lien. Et ce lien peut se réparer avec la psilocybine. Moi, un jour, j'ai fait prendre un chef d'entreprise, par exemple, de la psilocybine. Il a vendu ses parts d'entreprise et il a ouvert une association où il invite des gens de spiritualité du monde entier pour venir parler. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est le message de celui qu'on appelait Jésus. Et c'est pour ça que c'est la substance, avec le cannabis, qui font le plus sujet de l'émerveillement pour le moment des scientifiques dans le monde entier.